Bonjour à tous, je vous souhaite une année universitaire réussie. J'espère que vous êtes bien adaptés à ce nouveau mode d'enseignement. L'intitulé du cours d'aujourd'hui est la pathologie vasculaire digestive et plus précisément l'ischémie intestinale aiguë. Nos objectifs pédagogiques sont bien précis. Il faudrait qu'à la fin de ce cours, vous puissiez maîtriser la symptomatologie de la forme la plus fréquente et la plus redoutable qui est l'infarctus mésentérique aigu. Et surtout que vous serez capable de reconnaître les différents aspects cliniques et radiologiques et reconnaître les particularités par rapport aux autres urgences abdominales. Mais avant tout, il est indispensable de se remémorer l'anatomie abdominale vasculaire et surtout reconnaître les différents points de faiblesse. Le tube digestif abdominal est vascularisé par trois troncs artériels principaux, qui sont le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure qui vascularise tout l'intestin grêle, le côlon ascendant droit et les deux tiers proximaux du côlon transverse. L'artère mésentérique inférieure, elle, vascularise le tiers distal du côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde et le haut rectum. Il existe donc plusieurs anastomoses et arcades reliant les systèmes artériels qui vascularisent les organes digestifs et la rate. Pour un organe digestif donné, moins de communication anastomotique artérielle avec l'artère nourricière principale de l'organe existe à l'état physiologique, plus le risque d'ischémie est élevé. En particulier, la vascularisation artérielle de l'intestin grêle, qui est terminale, le système d'arcade vasculaire mésentérique ne suffit pas à assurer le plus souvent la suppléance à l'interruption brutale de la vascularisation. L'arcade de Riemann, qui relie les systèmes artériels mésentériques supérieurs et inférieurs tout au long du côlon, elle a un point faible en regard de l'angle gauche qui est le point de Griffith, un deuxième point faible qui est le point de Sudek. Il se situe entre le sigmoïde et le haut rectum, du fait de l'anastomose qui est inconstante entre le réseau vasculaire du côlon et le sigmoïde et le rectum. Les points faibles des réseaux vasculaires colorectaux, au niveau de l'angle gauche et de la jonction antesigmoïdienne, rendent compte de la localisation privilégiée des colites ischémiques. Quant à la vascularisation veineuse, le drainage veineux digestif aboutissant à la veine porte est particulier, puisqu'il est organisé en parallèle du système cave. Le sang portal est ainsi drainé vers le foie et représente environ les 3/4 de l'apport hépatique sanguin. Les troncs veineux principaux sont parallèles aux axes artériels. Pour la physiologie de la circulation splanchnique, il est important de retenir que le territoire vasculaire viscéral représente normalement un tiers du volume sanguin circulant total, dont les 3/4 sont destinés au seul segment digestif, et que la muqueuse digestive reçoit la majorité du flux sanguin intestinal. Le débit sanguin de l'intestin grêle augmente en période postprandiale, ce qui expliquerait l'horaire postprandial des douleurs dans l'endort mésentérique. Par contre, le débit sanguin du côlon, le plus bas de tous les segments du tube digestif, il diminue en période d'activité motrice. La circulation splanchnique joue un rôle de réservoir sanguin de l'organisme. Une chute du débit cardiaque va provoquer une redistribution du sang en direction des organes nobles qui sont le cœur, le cerveau et le rein, et ceci aux dépens de la circulation splanchnique. Une chute brutale du débit sanguin est ainsi un facteur de risque de constitution de lésions ischémiques digestives au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Kokkinis, en 1926, écrivait au sujet de l'ischémie mésentérique quel est le diagnostic impossible, que l'analyse de la situation est impossible, que le pronostic est désespéré et que le traitement est inutile. Et même des années plus tard, il y a encore de nombreux préjugés au sujet de l'ischémie mésentérique, notamment parce qu'il s'agit d'une maladie rare et qu'elle conduit toujours au décès du patient. Mais la raison de cette réputation si péjorative est que l'IMA est souvent diagnostiqué à un stade tardif, stade malheureusement grévé d'une mortalité élevée. Donc, la précocité du diagnostic de l'IMA est un enjeu majeur, car de cette précocité devrait découler un gain en termes de morbimortalité. Alors, cette ischémie entéro-mésentérique peut être aiguë ou chronique. Lorsqu'elle est aiguë, elle peut être d'origine artérielle,
causée par une embolie ou par une thrombose. Elle peut être d'origine veineuse, causée par une thrombose de la veine mésentérique, ou bien elle n'est causée ni par thrombose ni par embole, et il y a absence d'occlusion, ce qu'on appelle l'ischémie mésentérique non. Il est important aussi de préciser que la muqueuse intestinale est l'élément de la paroi digestive le plus sensible à l'ischémie. Mais aussi l'ensemble de la paroi intestinale peut nécroser en quelques heures en cas d'ischémie sévère d'installation rapide. C'est-à-dire que de l'ischémie mésentérique, en moins de 6 heures, on peut passer à l'infarctus mésentérique. Il faut agir avant ces 6 heures, avant que la nécrose ne soit transmurale et conduire à une perforation. Alors, cette occlusion artérielle de l'artère mésentérique supérieure, qui peut être causée par une embolie ou par une thrombose, lorsqu'elle est causée par une embolie, qu'est-ce qu'on peut évoquer? L'IVM, les troubles du rythme auriculaire, les cardiomyopathie, les anévrismes myocardiques, les endocardites, valvulopathie. Siégé dans 15% des cas à la naissance de l'artère mésentérique supérieure, dans 40% des cas au niveau de l'artère colique droite et dans 5% des cas, elles sont distales. Néanmoins, dans 20% des cas, elles peuvent être associées à des embolies d'autres territoires. Et sur le plan clinique, le début est presque toujours brutal, avec des nausées, vomissements, un syndrome diarrhéique sanglant, une douleur assez intense, avec constitution rapide d'un troisième secteur conduisant à un choc hypovolémique et choc septique. Quant à la thrombose artérielle de l'artère mésentérique, il faudrait évoquer toujours les maladies athéromateuses associées surtout à des comorbidités comme l'hypertension, diabète, les différentes insuffisances. L'infarctus ici est souvent étendu au jéjunum, au duodénum et même au côlon. Elle siège dans 80% des cas à la naissance de l'artère mésentérique supérieure. On peut la trouver dans 15% des cas au niveau de l'artère colique droite et dans 5% des cas, elles sont distales. L'histoire clinique rétrospectivement évocatrice d'une ischémie chronique. Dans les jours précédents, il y a douleur postprandiale, nausée, amaigrissement. Et les facteurs déclenchants sont le bas débit et le collapsus. Quant à l'occlusion veineuse, c'est-à-dire la thrombose de la veine mésentérique supérieure, il y a toujours une phase prodromique qui est plus longue. Elle peut être primaire, et c'est l'état pré-thrombotique, retrouvé dans 80% des cas, comme elle peut être secondaire, une pathologie inflammatoire, une hypertension rectale, une chirurgie abdominale ou un traumatisme abdominal. L'IMNO, c'est l'ischémie mésentérique non occlusive, c'est-à-dire qu'il n'y a ni embolie ni thrombose. On assiste à des troubles hémodynamiques avec hypoperfusion splanchnique généralisée, avec état de choc, cardiogénique, septique, infarctus du myocarde, insuffisance rénale. Cette ischémie peut être la conséquence de la défaillance multiviscérale, comme elle peut être la cause de celle-ci. Il s'agit au fait d'un cercle vicieux. C'est un schéma qui récapitule un petit peu les différents tableaux cliniques. Devant une ischémie mésentérique artérielle, qu'elle soit d'origine embolique ou thrombotique, les douleurs sont brutales, soit au niveau périombilical, soit au niveau de la fossée étroite. Il y a une discordance nette devant l'intensité des symptômes et la pauvreté des signes physiques, avec vomissement, ténèse, mais le ventre reste souple, plat, pas de défense et les grilles d'oralgique sont présents. Dans l'infarctus mésentérique, la douleur est plutôt diffuse, les diarrhées deviennent sanglantes, il y a une altération d'état général, une déshydratation, un état de choc, l'abdomen devient distendu, il y a un silence auscultatoire avec défense. Dans la thrombose veineuse, les douleurs sont progressives, une nausée, gêne à type de pesanteur, l'abdomen est météorisé avec défense et parfois même perception d'un boudin. Dans l'ischémie non occlusive, les douleurs abdominales viennent dans un contexte de défaillance circulatoire aiguë. Et pour l'ischémie chronique, le patient décrit souvent des épigastralgies, des douleurs périombilicales intenses, 15 à 30 minutes en postprandial, avec une disparition progressive associée à un amaigrissement. Alors, on a suspecté cliniquement l'ischémie mésentérique. Il faudrait peut-être aller l'affirmer par des examens
biologique ou radiologique. Pour la biologie, on peut toujours demander le dosage de LDH, des lactates, des transaminases, des CPK, des phosphatases alcalines qui peuvent être parfois augmentés, mais il faut savoir qu'aucun paramètre biologique n'est réellement spécifique d'une ischémie mésentérique. Donc cette ischémie mésentérique, il faut savoir l'évoquer cliniquement, ne pas s'attarder à demander trop d'examens biologiques et aller la confirmer tout de suite par une radiologie. Car par les examens radiologiques, on peut savoir si cette ischémie est aiguë ou chronique en détectant des signaux directs et indirects. Elle peut nous préciser le siège de cette ischémie, si elle est veineuse ou artérielle, et même détecter quelques signes de complications type de perforation ou de péritonite. Alors, l'abdomen sans préparation, qui est généralement l'examen de première intention demandé chez le patient en urgence, il est au fait pas très parlant. Il montre des signes tardifs à type de grisaille, de péritoine ou d'aéroportie. L'échodoppler abdominal aussi peut montrer des anomalies de péristaltisme pariétal ou un épanchement, mais parfois il y a une interposition de gaz et comme vous le savez, c'est un examen opérateur dépendant. L'angiographie peut montrer un défaut d'opacification du réseau mésentérico-intestinal, mais donne peu d'informations sur la souffrance digestive. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est l'angio-TDM. À défaut, le scanner avec injection. Il peut donner le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et même le diagnostic pathologique. Pour la thrombose veineuse, qui est le diagnostic radiologique le plus facile, sur cette coupe scannographique, vous voyez une hyperdensité spontanée avec élargissement du calibre et un défaut de rehaussement intraluminal. Sur la coupe de droite, il y a un épaississement circonférentiel de la paroi buccale de plus de 3 mm. Pour l'occlusion artérielle, lorsqu'elle est thrombotique, dans 50% des cas, on a un amincissement de la paroi du grêle avec un épaississement au moment de la reperfusion, parfois même aéroportie, pneumatose ou aéromésentérie. Pour l'embolie, dans 20 à 30%, sur ce cliché scannographique, il y a plusieurs images d'embole artérielle. Pour l'IMA non occlusive, il n'y a aucune image de thrombus ou d'embole sur le réseau artériel. Il y a un épaississement fréquent et un net retard dans la cinétique de l'opacification viscérale, que ce soit au niveau de l'artère mésentérique inférieure ou de l'artère mésentérique supérieure. Donc, il faut une stratégie diagnostique et thérapeutique simultanée. C'est-à-dire que devant toute suspicion clinique, il faudrait débuter une réanimation adaptée tout en excluant les autres urgences abdominales possibles. Donc, si on est devant un patient instable ou avec des signes d'irritation péritonéale, il faut d'emblée l'emmener au bloc opératoire. Mais si on est devant un patient stable sans signes d'irritation, il faut prendre le temps de faire une angio-TDM. Une angio-TDM qui peut nous renseigner sur la nature de l'ischémie. Si on est devant une ischémie non occlusive, il faut débuter d'emblée la papaverine in situ. Si on est devant une thrombose veineuse, donner des anticoagulants à dose curative. Et si l'occlusion est d'origine thrombotique, entamer l'angioplastie avec stenting percutané avec thrombolyse. Si l'occlusion est d'origine embolique, on met directement le patient au bloc opératoire. Ce qui est important, d'optimiser l'oxygénation splanchnique. Dans tout ça, il faudrait garder le patient à jeun, lui placer une sonde nasogastrique, une sonde bisécale, un contrôle hémodynamique, une antibiothérapie à large spectre, débuter en urgence l'anticoagulation, donner même des antidouleurs. Au bloc opératoire, il faut une collaboration étroite entre réanimateur, chirurgien viscéraliste et vasculaire. Pour ceci, il faut évaluer la viabilité cliniquement par palpation, ce qu'on appelle rechercher la pulsatilité, le péristaltisme et évaluer la coloration des anses. On peut s'aider d'une échodoppler opératoire. Deuxièmement, faire un bilan lésionnel. Comment? Tester la pulsatilité
tronc de l'artère mésentérique supérieure. En absence de toute pulsabilité, il s'agit le plus souvent de thrombose, mais si elle est proximale, mais non distale, il s'agit le plus souvent d'embole. Pour la résection de la nécrose, il faudrait éviter les résections larges pour éviter le syndrome du grêle court, préférer les stomies au rétablissement de continuité. Donc devant une embolie, le plus souvent on fait une artériotomie, puis embolectomie, parfois patch veineux. Devant une thrombose, c'est endartérectomie puis pontage. On peut même aller jusqu'à la réimplantation de l'artère mésentérique supérieure. Bien sûr, en cas d'ischémie non occlusive, c'est la papavérine en IV, plutôt in situ. Et en cas de thrombose veineuse, c'est les anticoagulants. Si ça ne marche pas, c'est la chirurgie. Donc en conclusion, devant tout tableau abdominal aigu associé à un contexte, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord éliminer toutes les urgences chirurgicales abdominales, d'accord, retenir le diagnostic d'ischémie mésentérique s'il y a un contexte associé, en urgence entamer l'oxygénation splanchnique, essayer de confirmer le diagnostic entre-temps par un scanner avec injection ou un TBM, si c'est possible, le tout en étant extrêmement rapide. D'accord, en continuant à optimiser la vascularisation intestinale par une oxygénation. Et ceci nécessite une solide collaboration entre urgentistes, radiologues, réanimateurs, chirurgiens vasculaires et chirurgiens viscéralistes. L'urgentiste qui, lui, va suspecter le diagnostic d'ischémie mésentérique, un radiologue pour le confirmer, un réanimateur pour entamer le traitement et les chirurgiens vasculaires et viscéralistes pour s'entraider au bloc opératoire pour donner sa chance à ce patient. Voilà, j'espère qu'on a atteint nos objectifs pédagogiques et je vous remercie de votre attention.